Après cette nouvelle désillusion en Coupe de France, le Mercato reprend ses droits en attendant le retour de la Ligue 1 le week-end prochain avec la réception de Monaco qui s'annonce aussi compliquée. Il reste encore des chantiers à régler d'ici la fin du marché, le poste de piston gauche bien sûr, la question des départs et potentiellement d'autres surprises. Dans cet épisode, on va revenir sur les dernières infos avec notamment la piste Quentin Merlin qui semble prendre de l'ampleur, on évoquera les dossiers Luis Enrique et Saïd Benrahma, on parlera aussi d'une nouvelle piste au milieu de terrain, on s'interrogera sur ce qu'on peut attendre de ce mercato sur les derniers jours qu'il nous reste, et on parlera aussi des réactions d'après-match de Rennes-OM. De votre côté, pensez-vous que Quentin Merlin serait une très bonne recrue pour l'OM, ou alors préférez-vous faire signer Adrien Truffert si le dossier est vraiment ouvert? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par les réactions d'après-match suite à l'élimination face à Rennes hier soir. Gattuso a semblé plutôt satisfait de ce que l'équipe a proposé, même s'il reconnaît que l'équipe a manqué de qualité et de créativité. Il explique aussi que le but encaissé après la mi-temps était évitable, pour autant il ne semble pas en vouloir à ses joueurs parce que les séances de tir au but c'est toujours très incertain. Personnellement je vais pas utiliser le terme loterie comme Paolo Lopez parce que c'est quelque chose qui se travaille, et quand on perd 3 matchs décisifs au tir au but en moins d'un an, Annecy, Panathinaïkos et donc Rennes, on peut pas dire que c'est lié au hasard non plus. De son côté, Jonathan Klaus a fait une déclaration que je trouve surprenante en expliquant qu'il n'y avait rien d'alarmant, que l'équipe avançait même si elle n'avançait pas assez rapidement. Pour lui l'enjeu c'est d'intégrer les recrues dans un premier temps pour trouver des automatismes, mais à l'heure actuelle c'est encore trop tôt pour que tout soit parfait. D'après lui, l'équipe n'a pas été ridicule et il faut s'appuyer sur les choses positives. Personnellement, je trouve les réactions beaucoup trop calmes, beaucoup trop gentilles. Je suis très déçu de ce que l'équipe a proposé sur les 3 derniers matchs, Thionville, Strasbourg, Rennes, avec un contenu qui n'est vraiment pas à la hauteur. On manque de justesse et de créativité dans les 30 derniers mètres. On manque cruellement d'un joueur dans les 30 derniers mètres, un meneur de jeu qui peut faire le lien entre le milieu et les attaquants. On a semblé aussi totalement dépassé sur le début de la deuxième mi-temps, avec des Rennais beaucoup plus incisifs que nous, même si on a tenté à la fin d'être un petit peu plus entreprenant. Ça n'empêche qu'en dehors de ça, j'ai du mal à voir du positif et je suis même très inquiet pour la suite. Alors oui, il y a eu les blessures de Nadir et de Murillo, bien sûr les absences liées à la CAN, mais à ce niveau-là, la responsabilité revient à Longoria, parce qu'il savait pertinemment qu'il y avait la CAN au mois de janvier, on en a parlé énormément tout au long de l'été dans les vidéos de présentation de joueurs par exemple, ça a pas empêché Longoria de faire signer plusieurs joueurs qui allaient y participer, ou qui auraient pu y participer. Au moment où il signe, on aurait pu avoir Kondogbia, Aubameyang et même Bamo Meïté qui se seraient rajoutés à Ndiaye, Sarr, Harit, Unai, Bemba et Simon. On manque d'un meneur de jeu, mais Longoria n'en a pas fait signer, et pourtant il savait qu'Harit irait à la CAN. Ça peut s'expliquer par un mercato concocté pour Marcelino qui ne jouait pas avec un meneur de jeu dans son 4-4-2, mais on en paye les frais aujourd'hui. Gattuso a raison de pas vouloir s'en plaindre parce qu'il n'a pas le choix, il doit composer avec. Pour autant, le contenu a rarement été bon cette saison, y compris quand on avait le groupe au complet, donc c'est difficile de se cacher derrière ça. Rendez-vous samedi prochain pour la réception de Monaco avec un groupe encore plus décimé et un vrai casse-tête qui s'annonce pour Gattuso. Un match sans doute sans Murillo et Nadir, sans Gigot qui sera suspendu, Kondogbia qui est incertain mais qui sera peut-être de retour, on sait pas, Muguet qui n'a toujours pas eu l'autorisation de jouer. Ça fait peur, mais il faudra prendre des points si on veut se rapprocher de nos objectifs de début de saison, puisque finalement il ne nous reste que ça et l'Europa League pour vibrer un peu, même s'il faudra déjà sortir le Shakhtar pour voir les 8ème, ce sera déjà pas mal parce que par rapport à ce que l'équipe montre actuellement, je ne vois pas faire un parcours hyper sympa en Europa non plus. Concernant la blessure de Bilal Nadir maintenant, Mehdi Benassia confié à beIN Sport à la mi-temps que ça sentait pas bon, Gattuso a confirmé que c'était une blessure au genou dont il ne connaissait pas encore la gravité. Je suis pas très optimiste parce qu'on l'a vu crier, il avait l'air de vraiment souffrir, il s'était déjà blessé gravement lors de la préparation de l'été 2022 et avait loupé quasiment un an de compétition si je dis pas de bêtises. C'est vraiment un coup dur pour lui parce qu'il commençait à enchaîner les matchs en profitant de la CAN. On espère de bonnes nouvelles mais je suis plutôt pessimiste. Pour Murillo c'est encore à déterminer, on en parlera dans un short quand on en saura davantage. On passe aux informations mercato en commençant par un point sur la situation de Luis Enrique. Il a eu l'opportunité de jouer face à Rennes en remplaçant Bilal Nadir et en jouant à un poste qui n'est pas le sien. Je trouve qu'il a montré des choses intéressantes par moment avec notamment la combinaison avec Vitinha dans la surface même si l'attaquant portugais doit frapper en première intention. Il y a aussi sa prise de vitesse sur l'aile gauche en fin de match qui a été très impactante. Je suis pas persuadé que ça changera grand chose à son avenir parce qu'il est déjà très convoité et que la direction peut espérer récupérer une somme intéressante cet hiver pour un joueur sur qui il ne compte pas vraiment. Globo Esporte affirme que l'Atlético Mineiro aurait formulé une offre de 6 millions d'euros à la direction marseillaise. Luis Enrique serait leur priorité pour ce mercato, mais d'après Foot Mercato, l'offre a été refusée.
Entre temps, ils ont fait une petite mise à jour du dossier dans l'après-midi en expliquant que Mineiro avait formulé une deuxième offre. Pour le détail, ce serait une vente à 5 millions d'euros avec 500 000 euros de bonus et 25% sur une future plus-value. Apparemment, les positions seraient en train de se rapprocher, l'OM n'obtiendra probablement pas les 8 millions espérés, et à côté de ça, le pourcentage sur la plus-value paraît intéressant sur le papier, mais ça reste quand même très incertain. Déjà, ça suppose qu'il y ait une plus-value, et s'il y en a une, ça peut être contourné par le biais d'un prêt payant pour faire baisser la plus-value et même la nullifier. Quoi qu'il en soit, il faut accepter de le vendre pour ne pas devoir le brader un peu plus à un an de la fin de son contrat l'été prochain. Ça peut aussi permettre de faire des ajustements sur la fin du mercato, mais à voir ce qu'il va se passer dans les prochains jours. Au poste de latéral gauche, on parlait de la piste Javi Galán qui n'a pas un temps de jeu fabuleux à Madrid et qui intéressait la direction sur ce début de mercato. Le journaliste espagnol Pedro Fuliana explique qu'il se dirige vers la Real Sociedad, avec qui les discussions sont en très bonne voie, il ne devrait donc pas être notre futur latéral gauche. Dans le sens des arrivées toujours, le Progrès parle d'un intérêt de l'OM pour Ismail Yüksek, milieu de terrain de 24 ans qui évolue actuellement à Fenerbahçe. L'OM est le club le plus chaud sur le dossier parce qu'ils auraient même formulé une offre de 11 millions d'euros au club turc. C'est une info que je trouve assez peu crédible parce qu'on aura au moins 6 joueurs à ce poste-là au retour de la CAN si on met de côté Bilal Nadir et sa blessure potentiellement grave. Une info comme ça peut être une manière de mettre la pression sur Lyon ou sur d'autres clubs intéressés. En cas de départ, ça peut changer la donne pour l'OM, mais à l'heure actuelle, c'est une info que je trouve peu crédible, même si Longoria a eu une bonne relation avec Fenerbahçe depuis les départs d'Under et de Bartu Yılmaz. En tout cas, c'est un joueur qui n'est pas maladroit balle au pied, qui a une grosse frappe de balle, qui est bon techniquement avec aussi de belles qualités à la récupération. Le profil est intéressant, mais à l'heure actuelle, il faut surtout trouver un latéral gauche et potentiellement un nouveau renfort offensif pour suppléer Harit pendant la CAN et avoir deux solutions à son retour. Concernant le dossier Benrahma, le coach de West Ham, David Moyes, a confirmé que l'OM a bien formulé une offre pour l'ailier algérien, mais qu'elle a été refusée par le board des Hammers. Il a aussi ajouté une petite précision importante en affirmant que West Ham avait besoin de vendre s'ils veulent faire venir de nouveaux joueurs, et qu'ils seront donc plus enclins à vendre qu'à prêter. Un message destiné à la direction marseillaise, parce que quand on synthétise les infos sur le dossier Benrahma, ce qui ressort c'est que l'OM aimerait le faire venir sous forme de prêt avec option d'achat quasi automatique si certains objectifs sont atteints. Ils espèrent aussi une bonne prise en charge du salaire par West Ham sur les 6 prochains mois, alors que les Hammers de leur côté aimeraient plutôt le vendre directement. A voir comment ça a évolué, mais ce qui est important à retenir, c'est qu'on a dépassé le stade de la rumeur pour Benrahma, avec cette confirmation du coach de West Ham. Dernière information qui est la plus intéressante de la vidéo, Foot Mercato affirmait ce midi que l'OM avait trouvé un accord avec Quentin Merlin, une info qui leur vient de l'entourage du joueur. A priori, les négociations auraient même bien avancé entre les deux clubs. Nantes serait actuellement en train de chercher son remplaçant, avec notamment un intérêt prononcé pour Kelvin Amian qui joue maintenant du côté de La Spezia. Après, faut pas oublier non plus qu'ils doivent déjà remplacer Jawen Adjam qui est parti aux Young Boys il y a quelques jours. Foot Mercato précise que l'OM n'a pas enterré la piste Truffert pour autant, même si Rennes se veut inflexible, au moins publiquement. Ouest France de leur côté vont dans le même sens en confirmant l'accord entre l'OM et Quentin Merlin. Ils vont plus loin en affirmant que l'OM aurait déjà formulé une première offre à Nantes dont le montant n'a pas filtré. Nantes qui n'était pas forcément vendeur étudie maintenant les propositions puisque des négociations seraient actuellement en cours. Cela dit, avoir un accord avec un joueur, c'est pas là que ça pose le plus de problèmes. Merlin a un salaire raisonnable pour notre grille salariale et ce qu'on va lui proposer ne peut que l'intéresser par rapport à ce qu'il touche aujourd'hui. Seulement le plus dur c'est de trouver un accord avec Nantes parce que négocier avec des clubs français c'est toujours compliqué. Il y a notamment le tarif OM quand on vient chercher un joueur, il y a toujours un tarif spécial OM et on se souvient par exemple de l'épisode Rongier et du comportement de Valdemar Kita dans ce dossier. Quoi qu'il en soit, c'est bien d'avoir un accord avec le joueur, faut maintenant en trouver un avec Nantes. Ça peut aussi être une rumeur pour mettre la pression sur Rennes dans le dossier Truffert parce que le joueur veut absolument venir, mais c'est aussi une piste qui a beaucoup de sens avec un jeune joueur, international espoir sous les ordres de Thierry Henry, un joueur qui peut jouer milieu de terrain, qui a été reconverti comme latéral gauche et qui est aussi capable de jouer ailier gauche par moment comme c'était le cas avec les U19 de Nantes, un joueur qui a des qualités offensives mais aussi défensives même s'il a parfois été handicapé par les blessures sur les 2 dernières saisons. Ça reste un joueur très intéressant qui nous coûtera un peu moins cher que Truffert, même si ça parle quand même d'une cote estimée entre 10 et 15 millions d'euros. Il a encore 2 ans et demi de contrat à Nantes et clairement je m'attends à ce qu'il ne nous fasse pas de cadeau. Si ça se fait, ce serait une très bonne recrue à mon sens avec un joueur de qualité qui peut encore progresser. À voir qui de Merlin ou Truffert sera notre futur recrue, mais c'est deux pistes séduisantes. Ouest France rappelle aussi que Nuno Tavares reste une possibilité en cas d'échec des 2 premières pistes. Seulement concernant Quentin Merlin, le FC Nantes aurait fait savoir à RMC que le club n'était absolument pas vendeur et même qu'il n'avait reçu aucune offre. Est-ce que c'est un coup de bluff ou est-ce que la porte est vraiment fermée? On en saura plus dans les prochains jours, mais pour autant cette info veut pas dire qu'il n'y a pas d'accord entre l'OM et Merlin sur un hypothétique futur contrat.
Alors maintenant, pour terminer cette vidéo, on va faire un petit point rapide sur la suite du mercato et les chantiers qu'il reste à régler. Le plus important reste celui du latéral gauche, même si la direction semble avoir 3 pistes principales, Ruffert en plan A, Merlin en plan A bis et Tavares en cas d'échec des 2 premiers. Personnellement, j'aimerais qu'on fasse venir un milieu offensif pour qu'Harit ne soit plus seul au poste et qu'il y ait une vraie concurrence. J'ai pensé à un joueur comme Cameron Puertas qui a été associé au club au début du mercato. Pour le coup, ce serait vraiment très bien d'avoir un joueur comme lui dans l'effectif, sachant que ça nous fait souvent défaut cette saison. Encore plus depuis qu'Amin-Harit est parti à la CAN. En revanche, je m'attends pas à un défenseur central supplémentaire, même si ce serait pas une mauvaise idée de doubler chaque poste. On a Gigot, Balerdi, Bemba et Meite. À mon avis, la direction compte Jean Onana comme le 5ème central puisqu'il peut jouer derrière. Ce sera sûrement le cas face à Monaco le week-end prochain. Et le 6ème dans la hiérarchie, c'est certainement Niakossi qui viendra chez les pros selon les absences. En départ, j'imagine que la direction attend ceux de Luis Enrique et de Pape Gueye sur la fin du mercato. Faudra aussi être attentif à la situation de Vitinha qui a des prétendants en Première Ligue et en Serie A. Selon les offres, ça pourrait aussi se décanter pour lui. En dehors de ça, ce serait bien de trouver un club pour prêter Simon parce que c'est pas bénéfique pour lui de rester au club sans jouer. Même chose pour Emran Soglo qui était très apprécié par Marcelino mais qui ne joue plus depuis. Muguet aussi mériterait de partir en prêt mais sa situation vis-à-vis de la CAN ne va pas l'aider pour le moment. Mais une fois que ce sera décanté, ça changera la donne. De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like comme d'habitude. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper de l'actualité olympienne. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, écrivez Merlin dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.